Ici Satou. D'habitude, je pense que les médailles sont décernées aux soldats qui se sont battus avec acharnement sur le champ de bataille. Je ne connaissais personne au Japon qui en ait jamais reçu une, alors elle me semblait toujours un accessoire de fantaisie. En reconnaissance de ces actes d'héroïsme, nous décernons par la présente au chevalier honoraire Sir Satou Pendragon la médaille de la lame ailée en cobalt du royaume de Shiga. C'est un honneur pour moi de recevoir cette distinction. Dans une salle ridiculement grande et somptueuse, nous étions honorés pour notre victoire sur un maître d'étage. Cela dit, le roi ne prononça que quelques mots d'éloge au début, puis s'assit sur le trône en silence. Puis le marquis Kelton, ministre des armées rétabli, prononça un long discours de félicitations et un briefing, après quoi le roi déposa de lourdes médailles sur moi et sur le baronnet Gélil, le noble écarlate, qui représentait le deuxième groupe. De plus, en reconnaissance de leurs exploits, tous les autres membres des prestigieux rugissements du Dragon Rouge et Pendragon recevront des médailles de la lame de l'aile cramoisie ou de la lame écarlate. Après le discours du marquis Kelton, le rôle du roi semblait terminé. L'animateur annonça « Sa Majesté prend congé ». Nous nous prosternâmes à nouveau et attendîmes le départ du roi. Il était suivi d'un cortège de reines consorts, de princes et de princesses alignés derrière lui. La plupart des princesses semblaient venues admirer les traits particulièrement séduisants du baronnet Gélil, tandis que les princes s'intéressaient aux explorateurs de Mithril qui avaient vaincu un maître d'étage. Ils étaient tous tirés à 4 épingles et débordaient de curiosité, mais l'une d'elles ne dissimulait pas son excitation. Elle portait ses cheveux blonds roux relevés en un chignon soigné, agrémenté d'un élégant diadème et d'une élégante barrette en argent et diamant, qui teintait agréablement contre ses lunettes à monture argentée emblématique tandis que sa tête oscillait. Sa silhouette était la plus élancée des princesses adultes, dont elle était la plus âgée à ne pas être mariée. D'après mon affichage en rat, elle s'appelait Sistina. Elle était la 6e fille du roi Shigan, âgée de 21 ans. Au niveau 17, elle était plutôt douée dans 5 compétences, étiquette, arithmétique, transmutation, magie pratique et magie d'invocation. D'après son titre de maîtresse des livres interdits, elle devait être la princesse singulière, dont j'avais entendu parler. Si ma mémoire était bonne, une rumeur courait également selon laquelle ses fiançailles avec le fils du comte Lesso venaient d'être rompues. Une fois en queue de cortège royal, elle fut suivie par Sir Juleberg, des 8 épéistes Shiga, chargés de la protection de la famille royale, et de quelques chevaliers impériaux. Puis la porte de la salle d'audience se referma avec fracas. Les autres membres des 8 Shiga, le reste des chevaliers et une vingtaine de magiciens en robe, semblant être des mages impériaux, restèrent sur place. Bien sûr, Sir Gwen était absent parmi les 8 Shiga, en raison de son implication dans l'attaque contre le duc Vistal. Il avait été contraint de participer à la rébellion, sa femme et ses enfants étant retenus en otage. Il se trouvait désormais ailleurs sur le domaine royal, confiné dans une villa insolite réservée à l'emprisonnement des nobles de haut rang. Nous allons maintenant commencer à décerner les médailles de la lame de l'aile pourpre, déclara le marquis Kelton d'une voix grave et autoritaire qui semblait contraster avec sa silhouette ronde. Les médailles de la lame de l'aile cramoisie étaient remises aux chefs et aux membres clés de chacun des groupes qui combattaient aux côtés du rugissement du Dragon Rouge du baronnet Gélil, 10 au total, ainsi qu'aux 7 membres de mon groupe de Pendragon. Même les explorateurs robustes semblaient intimidés par l'autorité, ou peut-être étaient-ils submergés par l'atmosphère grandiose de la salle d'audience. Quoi qu'il en soit, leurs visages étaient crispés par la nervosité, l'enthousiasme de la salle d'attente complètement oublié. De la part de Pendragon, Lisa de la Lance Noire. Présente. Lisa se leva, l'air calme et digne dans sa tenue de cérémonie. Un frémissement s'éleva de la foule d'environ 600 chevaliers sacrés et chevaliers impériaux postés de chaque côté de la salle. C'est Lisa de la Lance Noire ? La célèbre Lisa est une femme ? Ce n'est qu'une petite fille. Une délicate petite demi-humaine comme celle-là. Ils avaient clairement entendu dire que Lisa avait vaincu Sir Juleberg l'invincible des 8 épéistes de Shiga et furent surpris par sa jeunesse, son sexe et sa race. Lisa s'avança d'un pas vif. Les écailles vermillons qui poussaient près de son cou et de ses poignets étaient dissimulées par ses vêtements, mais sa queue ondulait fièrement, scintillant sous la lumière du soleil qui emplissait la salle, comme pour symboliser son âme profonde. Elle n'avait pas le droit de porter son arme fétiche, la lance de criquet magique, puisque le roi était présent à la cérémonie. Bien que la plupart des gens ne le remarqueraient jamais, je pouvais deviner à sa démarche qu'elle était en réalité assez nerveuse. Vos prouesses martiales étaient vraiment impressionnantes. Je suis honoré. La tenue militaire de Lisa était assortie à une veste courte, l'endroit idéal pour fixer la médaille, ce qu'il fit exactement. Le marquis Kelton exigea « silence » à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la salle d'audience se taise à nouveau. S'éclaircissant la gorge, Kelton reprit la cérémonie. De la part de Pendragon, Arisa la princesse explosive. Présente.
Sur une réponse enjouée, Arisa s'avança avec élégance. Ses cheveux lilas, considérés comme une couleur maudite en ce monde, étaient soigneusement dissimulés sous une perruque blonde. D'ailleurs, le titre de princesse explosive était un titre qu'elle s'était inventé dans la salle d'attente. De nouveau, des murmures de surprise s'élevèrent quant à son âge, mais beaucoup moins nombreux que lorsque Lisa se révéla. Pour ne pas abîmer le tissu de sa robe, Arisa portait une cape munie d'une petite attache pour épingler la médaille, comme les autres filles. De la part de Pendragon, missionaria de la forêt de Bolénan. Tandis qu'elle titubait comme à son habitude, les couettes turquoise pâles de Mia faisaient rebondir sa capuche jusqu'à ses épaules, révélant ses oreilles d'elfe légèrement pointues. La médaille ne semblait pas l'intéresser outre mesure, mais l'idée de se retrouver avec le reste du groupe la motivait suffisamment pour participer. La forêt de Bolénan n'est-elle pas la patrie de Trasayuya le sage? Alors, cette petite fille est une elfe? Une elfe, hein? Du jamais vu. Les chevaliers murmurèrent entre eux en la voyant. Cela devait être inhabituel pour eux, car aucun elfe ne résidait dans la capitale royale. De la part de Pendragon, Nana la bouclier. Affirmatif. La belle blonde à la poitrine généreuse Nana se leva ensuite. Bien que son expression habituellement impassible rendait la chose difficile à discerner, le ton de sa voix suggérait une nervosité considérable. Je ne pouvais pas la blâmer. Bien qu'elle ressemblât à une lycéenne, c'était en réalité un homoncule magique créé par l'homme, et techniquement, elle avait moins d'1 an. De Pendragon, Tama, la ninja chat. Oui, Tama, une petite fille aux cheveux blancs courts, aux oreilles de chat et à la queue, sauta sur ses pieds. Derrière elle, Lisa chuchota. La bonne réponse est « présent » et Tama se corrigea. Tama, d'ordinaire décontractée, semblait anormalement tendue, ses bras et ses jambes bougeant à l'unisson, maladroitement. Son titre de ninja chat était une autre suggestion d'Arisa dans la salle d'attente. De Pendragon, Pochi, la samouraï chien. Paix présent, monsieur. Pochi, une fillette à la coupe au carré brune et aux oreilles et à la queue de chien, répondit d'une voix forte, nerveuse, et se redressa d'un bond. Elle était encore plus raide que Tama, les membres complètement figés et les yeux presque affolés. Pourtant, elle parvint tant bien que mal à accepter la médaille sans semer le trouble. Lorsqu'elle retourna à sa place et soupira de soulagement, Tama et Lisa la félicitèrent affectueusement. Et, dernier point, mais non le moindre. De la part de Pendragon, la reine des dames Lulu. Paix présent. La beauté japonaise, Lulu, se leva, une légère lumière caressant ses longs cheveux noirs comme pour les caresser tendrement. Elle avait passé plusieurs heures supplémentaires à se maquiller et à se maquiller aujourd'hui, rendant ses traits déjà magnifiques suffisamment éclatants pour faire s'écrouler non seulement un pays, mais une planète, voire une galaxie. Je n'imaginais même pas à quel point elle serait resplendissante si elle n'était pas rongée par le stress. Ensuite, nous remettrons les médailles de la lame écarlate. Le reste de la cérémonie ne nous concernait pas, alors nous restâmes assis à regarder les explorateurs en mithril qui avaient combattu aux côtés du groupe du baronnet Gélil recevoir leur récompense. Une vingtaine de personnes au total reçurent la médaille de la lame écarlate. Ce n'était encore qu'environ la moitié de ceux qui avaient défié le maître d'étage avec Gélil et survécu. Les autres étaient des seconds rôles, manifestement insuffisants pour mériter une médaille ou un titre. Finalement, le marquis Kelton annonça que la cérémonie de Perry aurait lieu au début de la nouvelle année et conseilla aux nouveaux titrés de réfléchir à leur nom de famille. Sur ce, la cérémonie prit fin. Ensuite, nous devions déjeuner dans une autre salle, et au deuxième cycle de l'après-midi, vers 15h30 en temps terrestre, nous serions les invités d'honneur d'un bal. Le déjeuner fut servi dans une salle à manger pouvant accueillir environ 500 personnes, et ce fut un véritable repas composé de plusieurs plats. Voici du saumon sakura meunière, à la manière du royaume. Un serveur en uniforme de majordome nous présenta des assiettes élégamment dressées et nous expliqua chaque plat. Le saumon sakura était un mets courant à cette saison dans la capitale royale, et il était apprécié par la noblesse et les citoyens de la capitale, considéré comme un mets porte-bonheur, réputé pour apporter la réussite. Pochi, tu ne peux pas juste le piquer avec une fourchette. Pareil pour toi, Tama, utilise le couteau pour le couper d'abord. Mais je peux facilement manger ça d'une bouchée, monsieur. Pas de couteau, pas de souci. Je te le dis, ce n'est pas une question de savoir si tu peux ou non. Arisa faisait de son mieux pour apprendre à Pochi et Tama les bonnes manières à table. On mangeait généralement en groupe, en privé, ce qui signifiait que je ne leur avais pas encore vraiment appris les bonnes manières pour manger en public. Je devrais peut-être leur trouver un professeur particulier. Nana, pourquoi y a-t-il autant d'ustensiles différents? Demanda Lisa à voix basse. Ils sont tous adaptés à un plat différent, je te signale. Bien adapté, dis-tu. Un dîner de noblesse est très complexe. Je suppose que je devrais aussi demander à Lisa d'assister aux séances de tutorat. Pendant ce temps, Mia était assise à côté de moi, regardant la meunière dans son assiette avec un regard noir.
Les champignons qui l'accompagnaient étaient introuvables. Mia, finis ton plat. Mais je déteste le poisson. Il est déjà désossé. Fais comme si c'était autre chose, d'accord? Mia fronça les sourcils et le fixa avec plus d'intensité. C'était impoli de grogner avec une fourchette dans la bouche, mais j'avais du mal à lui dire, vu son côté si mignon. Mia, ta fourchette. Je la grondai doucement après avoir savouré la scène un instant. Ce n'était pas si grave, cependant, les serveurs ne firent aucun commentaire, et surtout, ce n'était rien comparé aux explorateurs sauvages qui mangeaient bruyamment à la table d'à côté. C'est bon, il n'y a pas assez de nourriture dans l'assiette, cependant. Tu l'as dit, oublie le poisson, il me faut de la vraie viande. Et c'est quoi ces verres de vin? File-moi une chope pleine de bière. Dès qu'elles entendirent le mot viande, les yeux des filles bêtes brillèrent, mais je les informai que le plat suivant serait de la viande avant qu'elles ne puissent se plaindre d'en vouloir aussi. Ce sont des turbulents, commenta Arisa en observant les explorateurs. Sans blague, approuvai-je. Les serveurs semblaient parfaitement formés, ne sourcillant même pas devant le comportement tapageur des explorateurs. Au contraire, ils apportèrent des portions supplémentaires du plat de viande qui suivait, informèrent discrètement les invités qu'ils pouvaient se resservir et leur firent preuve d'une hospitalité sans faille. Pendant ce temps, le baronnet Gélil et les autres explorateurs de noble naissance faisaient semblant d'ignorer leurs compagnons turbulents tout en savourant la nourriture. Je décidai de me concentrer sur le plaisir, moi aussi. Comme on peut s'y attendre dans un palais royal, ce fut un festin non seulement pour les papilles, mais aussi pour les yeux. Des belles garnitures aux plats délicats disposés en forme de rose, chaque assiette était ornée d'une technique experte. Délicieux. À mesure que je mâchais, les saveurs s'approfondissaient dans ma bouche. Je n'avais jamais rien goûté d'aussi bon que ça en fut honteux. Les chefs royaux étaient vraiment d'un autre niveau. Est-ce la façon dont c'était préparé? Non, la fraîcheur, la maturité. Mon « oui fine » capta les murmures de Lulu en mangeant. Elle devait essayer d'apprendre des saveurs et des techniques avec son esprit toujours curieux. Ce serait amusant de découvrir comment créer ces saveurs par nous-mêmes, cependant. Prenant exemple sur Lulu, j'ai repris une bouchée en me concentrant sur la cuisson. Mon talent, cuisiner, au maximum et toute mon expérience m'ont prouvé qu'ils avaient investi un effort incroyable à chaque étape du processus. Mais en même temps, j'ai pu me faire une idée assez précise des ingrédients et des assaisonnements utilisés, suffisamment pour que je décide de tenter de recréer le plat avec Lulu et les autres un jour. Ah, c'était délicieux. Après notre déjeuner très satisfaisant, nous avons fait une pause au salon. C'était une pièce en forme de croissant de lune qui encerclait partiellement la salle à manger, avec à peu près la même capacité maximale. Miam, c'était délicieux, monsieur. J'ai récemment appris que cette nouvelle expression fétiche de Pochi n'était pas une mauvaise prononciation de « délicieux », mais plutôt un mot inventé signifiant « dangereusement délicieux ». Oui, les plats de viande étaient particulièrement bons. Lisa poussa un soupir de satisfaction. Puis elle ajouta avec indignation, « J'aurais peut-être préféré une texture un peu plus ferme. » Je suis presque sûre que si c'était assez ferme pour plaire à Lisa, personne d'autre n'aurait pu le manger. Après le bal, il ne reste que la cérémonie de Péri du Nouvel An, remarqua Arisa avant de se tourner vers moi. On reste combien de temps dans la capitale royale, au fait? Je ne sais pas, jusqu'après la vente aux enchères, au milieu du premier mois du Nouvel An, peut-être? Le butin du maître de chambrée que nous avions offert au roi serait vendu aux enchères, après quoi le roi nous offrirait une récompense en espèces calculée sur la base des enchères gagnantes. En attendant, nous pouvons tous nous détendre et faire un peu de tourisme dans les environs. Ensuite, j'avais prévu de retourner à Labyrinth City pour un moment, puis de faire le tour du monde ensemble. On dirait qu'on va passer un bon moment, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Les autres ont tous fait diverses suggestions en réponse à la question d'Arisa. Je les ai toutes notées dans la section bloc-notes de mon menu pour m'aider à planifier notre visite de la capitale royale. Ça fait beaucoup d'idées. Pensez-vous qu'un mois suffira? Sinon, on peut toujours prolonger notre séjour. Inutile de se presser, après tout. Il nous reste encore un peu de temps avant le bal. Que faire? Arisa regarda tout le monde autour d'elle. On devrait choisir nos noms de famille, je propose. Des noms de famille? Je suppose qu'on nous a dit d'en choisir un avant la cérémonie. Lisa croisa les bras et hocha la tête, son expression difficile à déchiffrer. Pourquoi n'utilisez-vous pas simplement mon nom de famille? On est presque une famille, de toute façon. C'est une demande en mariage? Arisa bondit sur ses pieds, affichant une expression exagérée tout droit sortie d'un manga humoristique. Tama et Pochi imitèrent sa réaction. Proposal. Propolis, monsieur. Comme dans un jeu de téléphone, le mot sortit avec une sonorité semblable à celle du mot grec pour col d'abeille. Maître, les joues de Lulu étaient d'un rose fleur de cerisier tandis qu'elle me regardait avec des larmes aux yeux. L'image avait une force destructrice telle que j'ai failli lâcher, marions-nous, dans un accès d'émotion. Je ne voulais pas assombrir ses yeux par la déception,
mais si je ne tirais pas les choses au clair rapidement, Mia et les autres risquaient de se joindre à la bagarre, alors j'ai dit non sans un bref instant et j'ai donné une petite tape sur le front à Arisa pour avoir provoqué ce malentendu. Je me suis dit que, comme on est comme une famille, ce serait bien d'avoir le même nom. Oh, mec, c'est donc ça que tu voulais dire. Arisa et Lulu s'affaissèrent de déception. De leur côté, les yeux de Tama et Pochi brillaient. Le mot « famille » avait dû les toucher. Bon, on n'utilise pas Pendragon, alors, déclara Arisa en se ressaisissant. Je veux ma hatch. Exactement, monsieur. Je pense que ça me va bien aussi, monsieur. Écoutez-moi bien. Alors que Tama et Pochi protestaient, Arisa les attrapa et les serra contre elle, parlant à voix basse. Au lieu de l'avoir dès le début, ça ne te semblerait pas plus logique de changer ton nom en Pendragon après notre mariage? C'est logique. Excellente proposition. Je suis d'accord. Je le pense aussi. Mia, Nana et Lulu approuvèrent toutes calmement l'avis d'Arisa. Miaou, je ne comprends pas vraiment, monsieur. Ce doit être une coutume humaine, dit Lisa à Tama et Pochi, perplexes. Alors, quel nom de famille choisirez-vous? Arisa, reprendrez-vous votre ancien nom de famille? Eh bien, Lulu et moi ne pouvons pas perdre notre statut d'esclave à cause de notre malédiction des Gesses, alors. Lorsque leur patrie, le royaume de Kuvork, fut conquise par un royaume voisin, un mage impérial utilisa un don appelé Gess pour les condamner à vivre comme esclaves jusqu'à la mort. À l'heure actuelle, les seules méthodes que je connaissais pour dissiper cette malédiction étaient de demander à quelqu'un possédant le don de Gess de le supprimer ou de l'écraser, d'utiliser l'artefact divin transmis par le temple central d'Urion, ou de demander à un haut clerc d'utiliser la magie de prière pour supprimer l'ordre. Puisque nous avions atteint l'objectif de faire progresser tous les habitants de la cité du labyrinthe, ma prochaine priorité devrait peut-être être de supprimer leur Gess. Nous déclinerons cette noblesse et continuerons sans nom de famille. Oh, ce n'est pas nécessaire. J'avais déjà agi dans ce sens. Ah bon? J'ai obtenu la permission du Premier ministre par l'intermédiaire de mademoiselle Nina. Bien que la suppression du contrat d'esclavage et la cérémonie de pairie via le cœur de la cité devront attendre pour le moment, vous aurez toujours accès aux droits d'un noble digne de ce nom. Je m'attendais à diverses conditions, mais grâce à la perspicacité de Nina, la vicomte au sang de fer de la baronnie de Munot, nous avons obtenu une permission spéciale sans réserve particulière. Incroyable comme toujours, maître, je vous félicite. Bravo, très bien, incroyablement incroyable, monsieur, c'est formidable, Arisa et Lulu. Vraiment, merci, maître, merci infiniment. Obtenir une réaction aussi enthousiaste en valait la peine. Comprenant qu'obtenir la pairie signifierait être libérés de leur contrat d'esclavage, les filles hommes bêtes ont momentanément protesté, préférant rester esclaves, mais elles ont cédé lorsque je les ai rassurées. L'équipe Pendragon ne sera pas dissoute, et nous resterons ensemble, comme toujours. Revenons au nom de famille. Qu'en penses-tu? Voyons voir. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de prendre le nom d'une famille royale déchue, et mon nom de famille d'une vie antérieure semble déjà pris. Je n'en suis pas sûre. Alors que je cherchais mon nom de famille, mademoiselle Nina avait mentionné qu'il existait déjà un chevalier héréditaire du nom de Tachibana. À bien y penser, tout le monde avait aussi suggéré des noms à l'époque. Si je me souviens bien. Lulu, tu as déjà mentionné le nom de famille Watari. C'était le nom de famille de ton grand-père, n'est-ce pas? Non, mon arrière-grand-père. Puisqu'il venait d'un pays très lointain, je le soupçonnais d'être japonais ou d'en être le descendant. Pourquoi ne pas choisir Lulu Watari, alors? Suggéra Arisa. Peut-être. Lulu marqua une pause, puis se tourna vers moi. Tu ne trouves pas ça bizarre, maître? Non, pas du tout. Alors je choisirais Watari. On aurait dit qu'elle voulait sincèrement confirmer si c'était étrange, et non se laisser dissuader, alors j'ai fait de mon mieux pour apaiser ses craintes. Et vous avez mentionné Nagasaki, n'est-ce pas, Nana? Oui, le nom de mon ancien maître, je vous le signale. L'ancien maître de Nana, Zen le roi mort-vivant, était un japonais réincarné. Très bien, c'est comme si vous passiez du nom de votre ancien maître à celui de votre maître actuel. C'est une excellente demande, je vous le garantis. Le commentaire désinvolte d'Arisa sembla titiller l'imagination de Nana. Impassible comme toujours, elle tourna la tête vers Arisa si brusquement qu'elle en fut surprise. Maître, je demande la permission de prendre Nagasaki comme nom de famille. Accordé. J'ai ignoré l'absurdité de l'idée de devenir mon épouse. Lisa, votre suggestion était Kishrishigarsa? Oui, le nom de ma tribu. Alors vous vous appellerez Lisa Kishrishigarsa à partir de maintenant? Ce serait génial, s'exclama Arisa avant que Lisa ne puisse répondre. Une fois que vous serez mondialement célèbre, peut-être que d'autres membres dispersés de votre clan viendront vous trouver. Oui, peut-être, murmura Lisa, la voix pleine d'émotion, puis elle hocha la tête. Maître, puis-je prendre le nom de Lisa Kishrishigarsa? Oui, bien sûr, je la rassurai fermement, car Lisa avait tendance à être timide sur ce sujet.
Tama et Pochi, que ferez-vous? Monsieur? Question difficile, monsieur. Tama et Pochi froncèrent leurs petits sourcils avec attention. Peut-être pourriez-vous prendre le même nom que Lisa et devenir les sœurs Kishrishigarsa? Cela me fit penser à 3 héroïnes en juste au corps coloré bondissant dans la nuit. Assortie. Moi aussi, je veux être assortie, monsieur. Alors Tama Kishrishigarsa et Pochi Kishrishigarsa, c'est parti. Arisa déclara. C'était facile. Et Arisa, quel sera votre nom, monsieur? J'ai un certain attachement au nom Tachibana, mais s'il existe déjà une autre famille Tachibana, les choses pourraient se compliquer inutilement. Le front d'Arisa se plissa, songeuse. Pourquoi ne prendriez-vous pas le même nom de famille que Lulu? Demanda Lisa avec curiosité. C'est une bonne remarque. Arisa Watari, ce n'est pas si mal. Ça vous va, ma chère sœur? Bien sûr, je serais ravie de partager un nom avec vous. Alors nous serons les sœurs Watari. Arisa et Lulu se sourirent. Réalisant que Mia n'avait pas participé à la conversation depuis un moment, je regardais autour de moi et la vis seule sur le balcon, regardant le jardin. Mia portait déjà le nom de famille Bolénan, elle n'avait donc pas besoin d'un nouveau nom, mais j'étais surprise qu'elle ne veuille pas commenter les nouveaux noms des autres filles. Quelque chose ne va pas? Satu. Mia se retourna à mon approche. Elle m'appelle. Mia désignait le sakura royal, le cerisier géant en fleurs visible au-delà du jardin. Tu veux aller au pied du sakura royal? Le visage de Mia était inhabituellement sérieux. Désolé, Arisa, mais pourrais-tu me contacter par téléphone quand quelqu'un viendra nous chercher pour le bal? D'accord, à condition d'avoir la priorité pour dormir à côté de maître ce soir. Quadratin. D'accord, grogna Mia d'un air renfrogné. Oh, allez, je plaisantais. Bien que Pochi et quelques autres semblaient vouloir nous accompagner, je les laissai et me rendis seule au pied du sakura royal avec Mia. Je ne voulais pas avoir d'ennui pour avoir erré dans le parc du château avec un groupe aussi important. Il n'y a pas autant de monde que je le pensais. Portant Mia comme une mariée, j'utilisais ma compétence, invisibilité, pour rester cachée tandis que nous nous dirigions vers le pied du sakura royal. Des clôtures et des barrières le protégeaient tout au long du chemin, mais elles ne pouvaient pas me ralentir. Nous arrivâmes au pied de l'arbre sans être repérés. Là, Mia désigna du doigt quelque chose qui ressemblait à un autel. N'est-ce pas? Cachée dans l'ombre de l'autel se trouvait une jeune fille à l'apparence éphémère. Adossée au tronc de l'arbre géant, ses cheveux blonds vénitiens bruissant au vent, elle dégageait un air plutôt fantastique. Cette jeune fille devait être l'esprit du sakura qui appelait Mia. Cette pensée me trottait dans la tête, et je m'approchais bêtement d'elle sans même consulter l'écran de réalité augmentée. Bonjour, qui va là? La jeune fille perdit brusquement son air mystique et se tourna vers nous avec suspicion. Il est interdit d'approcher du sakura sacré sans la permission du protecteur du sakura. Sakura sacré devait être le nom officiel du sakura royal. La jeune fille poursuivit d'un ton poli, l'air toujours sévère. Je ne sais pas de quelle famille vous venez, mais je dois vous demander de partir immédiatement. Ne voulant pas être chassée avant d'avoir réglé la question de Mia, j'ai décidé de faire semblant pour jeter un écran de fumée. Mes excuses, nous sommes venus parce que le grand cerisier nous a appelés. C'est impossible. La fille commença à rejeter mes paroles, mais une femme couleur cerisier en fleurs surgit du tronc de l'arbre. C'est donc ça l'esprit du cerisier, pensai-je. Je suis désolée, petite protectrice du cerisier. J'ai besoin que tu dormes un instant, d'accord? La charmante femme qui était apparue de l'arbre toucha la jeune fille et l'endormit instantanément. Puis, après avoir délicatement écarté les cheveux de son visage, elle se redressa et se tourna vers nous. Alors qu'elle inclinait la tête avec curiosité, un écran de réalité augmentée apparut à côté d'elle. Une dryade? C'était une silhouette bien plus voluptueuse que les dryades enfantines que j'avais l'habitude de rencontrer, et pourtant, son origine indiquait clairement qu'elle en était une aussi. C'est gentil à toi d'être venue quand je t'ai appelée, ma petite. Cet humain est-il un de tes amis? La dryade affichait une expression perplexe. Elle ne m'appelait pas « mon garçon », comme le faisaient habituellement les autres dryades, ce qui signifiait que cette dryade rose ne faisait pas partie de l'esprit de ruche partagé par les dryades vertes que j'avais rencontrées. J'allais l'endormir, mais ça ne marche pas du tout, En jetant un coup d'œil au journal sur mon écran de rat, j'ai constaté que j'avais résisté à un effet de sommeil à plusieurs reprises. Elle avait dû utiliser une attaque d'état sur moi sans que je m'en aperçoive. Je devais faire attention à ne pas me laisser distraire par sa voix mielleuse. Tout va bien, cloche silencieuse. À la suggestion de Mia, j'ai montré à la dryade Sakura la cloche silencieuse de Bolénan. Je suppose qu'il va bien, alors. Cette cloche m'avait été remise comme preuve de la confiance des elfes, ce qui a semblé suffire à rassurer la dryade Sakura. Maintenant qu'elle ne se méfiait plus de moi, la dryade Sakura a commencé à expliquer sa situation à Mia. Voyez-vous, le flux de magie est étrange ces derniers temps. C'est assez troublant.
je n'arrive même pas à le puiser dans la source de mana de la capitale royale. Pensez-vous qu'on puisse faire quelque chose, MMN? Monsieur? Mia a activé Vision spirituelle, ses yeux devenant argentés tandis qu'elle regardait autour d'elle. Puis elle fronça les sourcils et me regarda, visiblement perplexe. Satou. J'essayais d'observer les alentours avec vision spirituelle, vision miasmatique et vision magique, mais je ne trouvais aucun problème visible à la surface. Je ne possédais aucune magie pour explorer les veines souterraines, et je ne pouvais pas non plus envoyer directement de la magie dans le sol sans qu'elle ne s'évapore. Peut-être valait-il mieux diriger ma magie vers les racines du Sakura royal. Lorsque j'expliquais ma méthode d'investigation à la dryade Sakura, elle me proposa une autre solution. Attends, c'est un vieil arbre, passe plutôt par moi. D'accord. La belle dryade tendit la main pour m'attirer contre elle, mais Mia sursauta pour l'en empêcher. Monsieur le lubrique. Oh, c'est adorable qu'une petite fille soit jalouse d'un adulte, MMN? J'imagine que tu es encore une enfant, MMN. Mia toujours coincée entre nous, la dryade Sakura approcha son visage du mien. Tout comme les petites dryades vertes l'avaient fait pour absorber ma magie, il semblait qu'elle voulait effectuer le transfert bouche à bouche. Eh bien, je ne vais pas me plaindre d'avoir épargné un baiser ou deux à une femme aussi pulpeuse. Les mains. Mia tendit la main et posa ses doigts sur nos visages pour empêcher le baiser. Les mains? Mais le transfert par les mains serait bien moins efficace. Ce serait un fardeau plus lourd pour l'humain, Il va bien. Mia leva les yeux vers moi avec une expression qui semblait dire, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Je peux supporter un fardeau plus lourd sans problème. Ah bon? Alors, les mains, c'est ça. Je pris la main veloutée de la dryade et laissai doucement couler un peu de mon pouvoir magique en elle. Un son plutôt suggestif s'échappa des lèvres de la dryade. L'ignorant du mieux que je pouvais, je me concentrais sur l'utilisation du flux magique pour explorer les canaux de pouvoir. Tu as raison. La magie est en train de se bloquer quelque part. Déterminer l'emplacement précis du blocage allait être un peu compliqué. Comme les symptômes ressemblaient à ceux des blocages de puissance magique des outils et armes magiques, je pourrais probablement tout éliminer en envoyant de la magie dans les circuits à différentes vitesses. Ça te dérange si j'essaie? Oui, s'il te plaît, Une fois la dryade autorisée, j'ai immédiatement commencé à nettoyer les circuits magiques. Oh là là, Monsieur, j'aurais aimé qu'elle arrête de faire des bruits aussi déplacés devant Mia. C'était aussi assez distrayant, alors j'ai fait de mon mieux pour ignorer la voix de la dryade et continuer mon travail. Ça allait être plus facile que je ne le pensais. Non, attendez, il y avait une zone qui stagnait de façon exaspérante. Comme pour enlever une tâche tenace, j'ai accéléré et utilisé plus de la moitié de la puissance magique restante pour tout éliminer d'un coup. Oh là là, j'ai dû exagérer, j'ai senti comme une valve magique se briser sous mes efforts. Désolé, dryade, je crois que j'ai fait une erreur et que j'ai cassé quelque chose. T'inquiète, mon garçon. Dryade? Au lieu de la belle dryade adulte d'avant, je me retrouvais face à face avec la jeune dryade à la peau verte habituelle. Oh, grâce à toi, mon garçon, j'ai pu me connecter à mon moi extérieur pour la première fois depuis 400 ans. Elle expliqua qu'un sorcier avait utilisé un sort magique pour fermer le circuit magique afin d'empêcher les informations de la capitale royale de fuir vers les elfes, 400 ans auparavant. Comme si j'allais parler des humains aux elfes de toute façon. L'esprit de la ruche dryade semblait contrarié que la dryade Sakura ait été coupée du reste. Je pourrais faire refleurir les Sakura cette année grâce à toi, mon garçon. Oh, je sais, prends ça. La dryade nous tendit une sphère rose à Mia et moi. On les appelait des perles de Sakura, et apparemment, c'était une sorte de perles d'esprit des arbres. On pouvait les utiliser de la même manière, mais ils avaient aussi l'effet particulier de faire fleurir les fleurs. Peut-être pourrais-je accomplir des miracles, comme faire pousser des fleurs sur un arbre desséché, comme un vieil homme dans un conte populaire. Merci aussi, ma petite. Dans quelques jours, les bourgeons commenceront à pousser et ils fleuriront dans moins de 10 jours. Profite bien de la floraison de cette année. Sur ce, la dryade disparut dans l'arbre. Bien que j'ai été tenté d'utiliser ma perle de Sakura sur le Sakura royal et de profiter des fleurs nocturnes, je me suis abstenu. On m'avait déconseillé d'y envoyer de la magie directement, car cela pourrait raccourcir la durée de vie de l'arbre géant. Retourne. Oui, on devrait probablement. Une fois la dryade disparue, nous allions partir immédiatement. J'ai donc décidé de réveiller d'abord la protectrice du Sakura pour qu'elle ne passe pas la nuit là-bas et n'attrape pas froid. Je me suis aussi dit que nous serions plus suspects si nous partions sans un mot. Ce ne serait pas bon signe, puisqu'elle avait vu nos têtes. À bien y penser, je devrais probablement signaler au roi ou au premier ministre prochainement que la veine souterraine de la capitale royale était dans un état étrange. Elle ne se réveille toujours pas. J'ai essayé de secouer la fille, mais le sort de sommeil de la dryade semblait assez puissant.
Ce n'est qu'après avoir utilisé la magie de brisation sur elle et essayé de lui parler et de la secouer à plusieurs reprises qu'elle a finalement bougé. Que s'est-il passé? Elle a cligné des yeux lentement, mais dès qu'elle a posé les yeux sur moi, elle s'est levée d'un bond et a reculé. Oh, bien, tu es réveillée. J'étais inquiète parce que tu t'es évanouie au milieu de notre conversation. Tu t'es évanouie? Tu as l'air épuisée. Tu ne dors pas assez? Pendant notre conversation, j'ai remarqué qu'elle portait du maquillage pour masquer ses cernes. D'ailleurs, elle somnolait contre le cerisier quand je l'ai abordée. Non, je vais très bien, a-t-elle marmonné en se couvrant le visage. Mais surtout, comme je l'ai déjà dit, le Sakura sacré occupe une terre sacrée. Sans la permission d'un protecteur Sakura comme moi, nul ne peut y entrer. Veuillez retourner d'où vous venez immédiatement. Il était intéressant de constater qu'il semblait seulement chasser les intrus, et non les arrêter, comme je l'avais déjà remarqué. En vérité, nous nous sommes perdus et sommes entrés ici par erreur. Je m'excuse, mais pourriez-vous nous indiquer comment accéder au hall d'accueil nord? Bien sûr, je savais où aller grâce à ma carte. Je me suis dit qu'il serait moins suspect de demander mon chemin que de partir immédiatement. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'au hall d'accueil nord, alors. Puis-je vous demander votre nom? Je suis Athéna Raffol, membre des 33 bâtons de Shiga. La jeune fille désignait le blason de sa robe en se présentant. Son nom semblait tout droit sorti de la mythologie grecque, mais rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une réincarnation ou d'une transposition. Ce devait être une coïncidence, alors. C'était une utilisatrice de magie de la Terre de niveau 35, avec des titres comme Protecteur Sakura et 33 bâtons Shiga, ce dernier étant réservé aux mages impériaux. Pourtant, entre cela et les 8 épéistes Shiga, les habitants de ce royaume semblaient apprécier les titres comportant des chiffres. Je ne serais pas surpris que les 4 rois célestes, ou quelque chose du genre, apparaissent ensuite. Je m'appelle Pendragon, chevalier héréditaire et vassal de la baronnie Muno. En entendant ma présentation, Madame Athéna perdit d'un coup son air poli. Oh là là, quelle idiote de penser que tu étais le fils insensé d'un noble important. Je suppose que je me suis inquiétée pour rien. Son ton passa de courtoisie à désinvolture à une vitesse fulgurante. Bon, peu importe, je vous accompagnerai presque jusqu'au hall de réception nord. Merci beaucoup. On est censé amener les intrus au poste de garde, mais on dirait que tu n'as pas endommagé le cerisier sacré. Je suis sûre que tu ne veux pas perdre ton titre honorifique sitôt après l'avoir obtenu, n'est-ce pas? Malgré son attitude indifférente, elle semblait plutôt attentionnée. Au fait, c'est ta petite sœur? Demanda Athéna tandis que nous nous mettions en route. Non, Mia souffla et se détourna. Mia est mon amie. Une amie? Une petite fille comme ça? Athéna s'arrêta pour observer son visage. Athéna, ah, te voilà. Une femme à lunettes apparut dans l'ombre d'un chemin fourré, flanquée de 2 dames d'honneur. Princesse Sistina, nous sommes en présence de la royauté, vous deux. Dépêchez-vous de vous incliner. Athéna tomba aussitôt à genoux, nous incitant à faire de même. Je l'imitai rapidement, mais Mia croisa les bras et grommela. Je ne veux pas. PPP, toi. Ne reste pas planté là, mets-toi à genoux. Athéna, troublée, tira sur le manteau de Mia. Il descendit avec sa capuche, révélant ses oreilles. Hein? Une elfe? Aïe. Mia se libéra de l'emprise d'Athéna. Alors tu es une elfe. De quel clan viens-tu? Impoli. Mia gonfla les joues d'indignation face à cette question brutale. Athéna, c'était plutôt impoli. La princesse la réprimanda et s'approcha de Mia. D'après les informations de mon art, les 2 filles qui la suivaient faisaient également office de garde du corps. Elles étaient de niveau 30 et spécialisées dans le combat au corps à corps. Vous devez être Dame Missanaria de la forêt de Bolénan. Je savais que les elfes étaient généralement traités avec respect, mais j'ai été surprise de voir que même la princesse d'un grand royaume s'adressait à l'une d'elles en utilisant « Dame ». Je suis Sistina, 6e princesse du royaume de Shiga. Mia acquiesça d'un signe de tête à la présentation polie de la princesse et répondit de la même manière. Je m'appelle Missanaria Bolénan, la plus jeune elfe de la forêt de Bolénan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. Ma compétence, oui aiguë, capta un murmure d'Athéna. Forêt de Bolénan. N'est-ce pas de là que Trasayuya le sage venait? Athéna, Dame Missanaria est. Athéna se leva d'un bond et interrompit la princesse d'un ton rapide. Ce n'est pas parce que tu es une elfe comme le grand sage que tu es si spéciale. Mes ancêtres ont peut-être perdu, mais je jure que j'accomplirai bien plus que le sage. Elle pointa du doigt Mia, qui parut perplexe face à ce soudain développement. Monsieur, les ancêtres de cette fille devaient avoir une sorte de querelle contre Trasayuya. Je déteste les elfes, je les trouve si spéciaux juste parce qu'ils sont nés. J'ai gagné ce poste de sorcier impérial grâce à mon travail acharné et à mon talent, tu sais. Je ne suis peut-être qu'une écharpe rouge dans les 33 bâtons de Shiga pour l'instant, mais un jour, je jure que je deviendrai le chef des sorciers impériaux et que je porterai cette écharpe argentée. Tandis qu'Athéna soufflait et haletait, Mia semblait paniquer.
Avant que je puisse intervenir, les dames d'honneur m'ont devancé. Ça suffit. L'une d'elles frappa Athéna à l'arrière de la tête. Vous êtes devant son Altesse royale. Une écharpe en argent, s'il vous plaît. Vous êtes tellement impoli que vous pourriez bien vous faire retirer votre écharpe rouge. Leurs réprimandes tirèrent Athéna de sa rage aveugle et elle devint rouge vif. Je suis terriblement désolée. Elle s'inclina devant la princesse, qui se contenta de dire « Vous vous excusez auprès de la mauvaise personne », puis fit un signe de tête à Mia. Je n'aurais pas dû. Mal. Athéna commença à s'excuser, mais Mia l'interrompit d'un bref murmure. Hein? Athéna cligna des yeux, ne comprenant pas. Mia sortit l'insigne en mithril de son petit coffre et le lui montra. Elle essayait probablement de dire qu'elle aussi fournissait des efforts, ne se considérant pas comme « spéciale du simple fait d'être née », comme l'avait dit Athéna à propos des elfes. C'est un insigne en mithril? À bien y penser, on dit que les derniers insignes en mithril ont vaincu les maîtres d'étage supérieurs et intermédiaires. Cette fille ne devait pas être présente à la cérémonie. Eh bien, je vais vaincre un maître d'étage inférieur. Impossible. Pourquoi pas? Je vais le faire, vous verrez. Le ressentiment d'Athéna envers les elfes s'enflamma de nouveau, rendant ses excuses sans objet. En voyant cela, les dames d'honneur arboraient des expressions terrifiantes, semblables à des masques, d'une irritation voilée. C'est impossible, c'est faux. Mia essayait probablement de dire qu'un mage ne pourrait pas gagner seul, mais sa brève expression obscurcissait ce sens. Nous, les humains, progressons sans cesse tandis que votre peuple se cache dans les bois, vous savez. Venez à un entraînement de sorcier royal un de ces jours, et je vous montrerai de quoi nous sommes vraiment capables. Ne me blâmez pas si vous perdez courage en voyant notre sorcellerie synchronisée. Ça suffit. Combien de fois faudra-t-il vous le rappeler? Cette fois, les deux dames d'honneur giflèrent Athéna d'un coup. Je suis désolée, s'excusa-t-elle en larmes auprès de Mia. Voyant sa frustration, je décidai de dissiper le malentendu à sa place. Puis-je intervenir? La princesse acquiesça, et l'une de ces dames d'honneur dit « Allez-y », m'autorisant ainsi à expliquer les intentions de Mia à Athéna. Ce que Mia vient de dire n'était pas pour se moquer de vous ou des mages humains. Elle disait simplement qu'un mage seul ne pourra pas vaincre un maître d'étage. Vraiment? Même. À mon explication, la colère d'Athéna s'apaisa et elle regarda Mia. Lorsque Mia acquiesça, les épaules d'Athéna s'affaissèrent légèrement, comme gênée de s'être autant énervée. C'est tout ce que tu voulais dire? Oui, merci. J'ai hoché la tête vers la princesse. Athéna, comment était le Sakura sacré? Malheureusement, rien n'a changé. Je vois, il devait faire référence à l'anomalie dans le flux de magie mentionné par la dryade au Sakura. J'avais déjà résolu ce problème, mais comme la dryade avait endormi Athéna avant que nous en parlions, je n'ai pas dit un mot. Bon, je rentre. Guidez Dame Missanaria et son amie, s'il vous plaît. Après avoir dit au revoir à Mia, la princesse reprit le même chemin. Voici la salle de réception nord. Peu après cette rencontre, la salle vers laquelle nous retournions apparut. Suivez ce chemin, et vous y serez bientôt. Sur ce, Athéna se retourna pour partir, puis marqua une pause. Je suis désolée pour tout ça. Mais les humains sont vraiment géniaux, vous savez. Vous devriez venir voir notre entraînement un de ces jours. N'oubliez pas, Athéna dissimula son embarras en invitant Mia à leur entraînement, puis s'enfuit, le visage toujours rouge vif. Monsieur, quelle fille amusante. Unique. Elle était étrange, mais je décidai de prendre cela comme une victoire que nous ayons réussi à établir un lien avec les sorciers impériaux. Cette sorcellerie synchronisée m'intéressait moi aussi, alors ce serait peut-être amusant d'aller y jeter un œil avec Mia un de ces jours. Tiens, une dryade? Nous sommes rentrés au salon du hall de réception nord au moment idéal, le bal allait commencer. En nous dirigeant vers le hall principal, j'ai raconté les événements du Royal Sakura au reste de mon groupe, provoquant une réaction immédiate d'Arisa lorsque j'ai abordé la partie sur la dryade de Sakura. Ne me dis pas que cette petite coquine t'a encore volé tes lèvres? Non, bloqué. Mia a répondu fièrement aux inquiétudes d'Arisa. Bien joué, Mia. J'y vais. Les ignorant tous les deux, je poursuivis mon récit tandis que nous entrions dans le hall principal. Les explorateurs déjà entrés levaient les yeux vers le plafond avec des sifflements et des acclamations d'admiration. Je suivis leurs regards et découvris un haut plafond voûté incrusté de vitraux colorés, baignant la salle d'un soleil éclatant. Les arches qui soutenaient le plafond étaient elles aussi ornées de sculptures délicates, si délicates qu'on pourrait facilement les contempler pendant des heures. Le reste de mon groupe suivit et s'exclama, émerveillé. Joli, ça me rappelle un peu l'Alaki. Lulu faisait référence à l'île flottante que nous avions explorée dans les mers du Sud. Mais il n'y a pas d'océan au-dessus du plafond, à ce que j'ai entendu. Toujours aussi scintillant. Le plafond est fait de pierres précieuses, monsieur. Il est assez haut. Gardant un œil sur leurs visages ébahis, j'observais le reste de la salle. Au centre se trouvait un espace assez grand pour que 200 personnes puissent danser simultanément, entourées de nombreuses tables aux nappes élégantes.
On aurait dit un repas debout, pour faciliter les échanges, mais il y avait aussi plusieurs canapés le long du mur pour que les danseurs puissent se reposer, avec des plantes décoratives pour plus d'intimité. Oh, n'êtes-vous pas le garçon du labyrinthe? Je me retournai et vis le vicomte Belton, que j'avais sauvé d'une toile d'araignée dans le labyrinthe de Seriou. Quel plaisir de vous revoir, vicomte Belton. Je suis désormais vassal du baron Munot, sous le nouveau nom de chevalier honoraire Pendragon. Pendragon? Un des gentilshommes derrière le vicomte répéta mon nom. Mon écran de réalité augmentée révéla qu'il s'agissait du comte Seriou, le maître du vicomte Belton. Le gentilhomme à l'allure guerrière à côté de lui était le baronnet Kigori. Étant donné son statut de chevalier de niveau 43, il devait être ici comme garde du corps du comte. Le connaissez-vous, Belton? Oui, dans le labyrinthe de Seriou. Le vicomte parla discrètement de moi au comte Seriou. Sire Pendragon, voici mon seigneur et maître, le comte Seriou. Le vicomte Belton me présenta le comte. J'ai entendu votre nom dans des rapports écrits de Sir Zerefort et du fonctionnaire Toril. Il semble que vous ayez également aidé mes subordonnés à Labyrinth City. J'apprécie toute votre aide. Sir Zerefort était le capitaine de l'escouade de Labyrinth City à laquelle appartenait Zena. Après m'avoir remercié, le comte Seriou ajouta. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez l'homme qui a sauvé Belton. Sir Pendragon, venez travailler pour moi, poursuivit-il. Notre territoire a cruellement besoin d'une personne compétente et experte en labyrinthe. Si vous me rejoignez, je vous promets le titre de baronnet permanent, voire de baron permanent si vous travaillez dur. Son Excellence est très généreuse, ajouta le vicomte Belton. Vous pouvez vous attendre à une généreuse récompense pour vos efforts. Ils essayaient tous deux de me convaincre de changer de maître. Désolé, mais vous ne pouvez pas avoir notre homme Satou. Alors que je cherchais la meilleure façon de refuser, un bras mince s'enroula soudain autour de mon épaule et me tira en arrière. Vicomte Lotel, c'était Nina Lotel, la vicomte de la baronnie de Munot. Elle était suivie du baron Munot lui-même et de sa fille Karina. Alors, Madame Sandfer travaille pour Munot? Je suppose qu'on n'a aucune chance, alors. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, filez d'ici, tout de suite. Le comte Seriou et le vicomte Belton ont hissé le drapeau blanc et se sont retirés. J'avais peur que la vicomte Nina ait des ennuis pour avoir adopté ce ton avec des nobles supérieurs, mais elle m'informa fièrement. Ils ont gagné tout ça en essayant de voler le vassal d'autrui. Espérons que cela signifiait qu'elle était restée dans les limites de l'acceptable. Félicitations, Satou. Tu as reçu tes médailles et tout, hein? Oui, je t'applaudis du fond du cœur. Vraiment, merci. J'inclinai la tête devant le baron Munot et dame Karina. Le discours de dame Karina était sans doute un peu étrange, car elle essayait de reprendre les expressions qu'on lui avait martelées lors de sa rééducation à l'étiquette. Pourtant, elle était encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Ses vêtements étaient les mêmes, mais ses dames d'honneur avaient frotté sa peau pour la rendre souple et brillante. Ses boucles blondes, si caractéristiques, étaient parfaitement arrangées, la lumière se reflétant sur elle comme de l'or scintillant. Même Raka, l'amulette qui ornait sa poitrine généreuse, avait été soigneusement polie. Arisa et les autres ont aussi reçu des honneurs, n'est-ce pas? Oui, comme vous pouvez le voir. Arisa, qui était apparue à mon coude à un moment donné, a montré la médaille sur sa cape au vicomte Nina. Baronant. Et Karina, monsieur. Ah, cher petit Tama et Pochi. Pouvez-vous nous montrer vos plus beaux atours? Regardez, regardez, c'est une médaille, monsieur. Vous êtes splendides tous les deux. Oh, mince. Monsieur. Tama et Pochi ont timidement montré leur médaille au baron Munot et à dame Karina. Baron, j'aimerais aussi être félicité, je le déclare. Fier. Nana et Mia ont également montré leur médaille au baron, et même Lisa et Lulu s'assuraient que les leurs étaient bien en vue. Oh oui, je voulais vous dire quelque chose. Le vicomte Nina s'est penché pour me murmurer à l'oreille. Ce n'est pas encore officiel, mais le baron Munot est promu. À la prochaine assemblée du royaume, il deviendra comte. C'est une excellente nouvelle. C'est tout à fait normal, puisqu'il est désormais le véritable seigneur du territoire. C'était parce que le baron Munot avait pris le contrôle du cœur de la ville. Vous obtiendrez probablement aussi un poste de baronnet permanent. Apparemment, ils avaient décidé de me proposer une promotion au rang de baron permanent lors de la négociation noble qui avait eu lieu avant l'Assemblée du Royaume. Le vicomte Nina expliqua que, dans les cas d'élévation de rang de plus de 2 échelons à la fois, la proposition était généralement rejetée au profit d'un rang inférieur. La décision finale revenait au roi lui-même. Contrairement au titre monogénérationnel comme celui de chevalier honoraire, vous aurez besoin d'une épouse légale, alors vous feriez mieux de vous trouver une épouse. D'ailleurs, je parie que je pourrais vous en trouver une. Le vicomte Nina lança un regard significatif à dame Karina. C'était une offre alléchante, mais je ne cherchais pas de partenaire romantique, si ce n'est ma bien-aimée dame Ahaz, la haute elfe de la forêt de Bolénan. Ne vous inquiétez pas,
Arisa et Mia intervinrent, se désignant du doigt et ajoutant respectivement « Il m'a eu ». Et « Fiancé ». Ah, je vois. Le vicomte Nina me lança un regard qui criait presque « Espèce d'excentrique ». J'aurais voulu protester, mais comme Arisa et Mia avaient eu la gentillesse d'embrouiller le sujet du mariage, je n'allais pas le remettre sur le tapis. Eh bien, vous pourrez y réfléchir plus tard. Vous êtes encore jeune, et je suis sûre que la plupart des gens ne trouveront pas à redire à votre célibat alors que vous êtes encore un baronnet fraîchement promu. Le vicomte Nina fit un geste de la main comme pour clore la conversation. Sa formulation semblait sous-entendre que je continuerais à gravir les échelons, même si je n'étais pas particulièrement intéressée par de nouvelles réussites en tant que Satou. Je préférerais plutôt m'en tenir à un titre monogénérationnel, comme baronnet honoraire. Les seules options monogénérationnelles sont un baronnet honoraire ou un vicomte honoraire comme moi, vous savez. L'expression de la vicomte Nina indiquait que cette voie serait plus pénible. Bref, allons-y. La vicomte Nina me prit le bras. Où allons-nous, si je puis me permettre? On va voir si on peut choisir des explorateurs qui semblent utiles. J'imagine qu'elle voulait profiter de cette occasion pour s'assurer de la main-d'œuvre, la baronnie Munot étant perpétuellement en sous-effectif. Oh, la chasse aux têtes. Je viens aussi, alors. Bien sûr, ce serait super. Arisa se joignit aussitôt à nous, et nous fîmes le tour des explorateurs en mithril, à l'air mal à l'aise, qui n'étaient visiblement pas dans leur élément. Comme leur représentant, le baronnet Gélil, chef du rugissement du Dragon Rouge, souhaitait se retirer de l'exploration pour rejoindre les 8 épéistes de Shiga, plusieurs d'entre eux ont donné des réponses très prometteuses. Parmi elles, cet éclaireur, Marmot, était une bonne affaire. Il connaît bien les petits pays de l'Est. Je parie qu'il pourrait gérer toutes nos collectes de renseignements sur le territoire. Le vicomte Nina sourit, visiblement de bonne humeur. Et tout cela grâce au fonds que vous avez investi en nous. C'est vous qui avez mené les négociations, mademoiselle Nina. Certes, mais ça a marché parce que vos noms et ceux de Lisa sont célèbres. La vicomte Nina prit un verre de vin dans l'assiette d'un serveur et le but d'un trait. Bon, vous et les autres filles ne recevez-vous pas aussi des titres, Arisa? Demanda-t-elle. Avez-vous choisi un nom de famille? On m'a dit qu'il y avait déjà un sir Tachibana, alors je pensais à Watari, comme Lulu. Il n'y a pas de chevalier du nom de Tachibana dans le registre des nobles, intervint une voix. Vous pensez peut-être à sir Tachibana? Je me tournai vers l'intrus soudain et découvris un vieil homme musclé au visage amical. C'était le Premier ministre. Ah bon? Aucun doute là-dessus. Si vous en doutez, vérifiez le registre vous-même. Et quel étrange hasard vous amène ici, votre Excellence? Le vicomte Nina intervint. J'ai affaire à sir Pendragon, répondit-il en me regardant et en ajoutant à voix basse. J'ai entendu dire qu'il était jeune, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi jeune. Vous feriez mieux de ne pas essayer de recruter Satou, vous m'entendez? C'est vrai, sir Satou nous est déjà promis, à la famille Lloyd. Un instant, marquis Lloyd. Sir Satou appartient à tous. Avez-vous oublié l'accord stipulant qu'il ne peut être lié à une seule famille? Grand Dieu, c'est bien ce que vous dites, comte Owen. Les célèbres gourmets du duché d'Ougour, le marquis Lloyd et le comte Owen, se joignirent à la proclamation du vicomte Nina. Personne n'a le droit de toucher à notre sœur Satou, pas même le Premier ministre. En effet, vous feriez mieux de vous préparer à me combattre à mort. Tous deux levèrent le poing en plaisantant contre le Premier ministre. J'ai du mal à en croire mes yeux. Imaginez le jour où le marquis Lloyd et le comte Owen s'entendraient à merveille. Il semblerait que les rumeurs à la cour royale n'étaient pas absurdes, après tout. Le Premier ministre se caressa le menton, l'air impressionné. Personnellement, j'avais du mal à imaginer que le marquis Lloyd et le comte Owen ne s'entendent pas. En tout cas, je suis venu pour apercevoir l'homme héroïque qui a tenu tête au célèbre Gwen, mais pas pour le recruter, compris? Vraiment? Je ne vous ai jamais vu sans un plan dans votre manche. Le marquis Lloyd et le comte Owen ne semblaient pas du tout croire le Premier ministre. J'ai entendu dire que sir Pendragon apprécie les voyages et les spécialités locales. Je suis donc venu voir s'il serait intéressé par un banquet que j'organise, avec des spécialités culinaires de nombreuses autres nations. Oh, ça a l'air intéressant. Ne vous laissez pas berner. Exactement, il essaie de vous séduire. Le marquis Lloyd et le comte Owen s'interposèrent entre nous. Vous avez sans doute l'intention de lui proposer une « cuisine » faite de combinaisons insolites. Franchement, comment comptez-vous assumer la responsabilité si quelque chose arrivait aux précieuses papilles de sir Satou? Insolite est un mot bien dur. Il existe de nombreuses traditions culinaires différentes dans d'autres cultures, vous savez. Les rejeter toutes d'emblée vous disqualifie comme un véritable gourmet. N'êtes-vous pas d'accord, sir Pendragon? Oui, c'est juste, j'acquiesçais. Bien dit. Sur ce, le Premier ministre me tendit une lettre d'invitation. Le banquet aurait évidemment lieu après le début de la nouvelle année. Eh bien, on dirait que les invités arrivent petit à petit.
Je ferais mieux de partir avant que quelqu'un de gênant ne me remarque. Aussitôt, le Premier ministre disparut. Je suppose que je vais passer à mon prochain poste, moi aussi. La vicomte Nina emmena le marquis Lloyd et le comte Owen avec elle dans un lieu où les nobles du duché se réunissaient. On dirait qu'elle mijote quelque chose, dit Arisa avec jubilation, la suivant de près. Bon, alors, je regardais autour de moi, me demandant quoi faire. La salle commençait à se remplir. Pendant que nous recrutions des explorateurs et discutions avec le Premier ministre, le bal avait véritablement commencé. Outre ceux d'entre nous qui avaient reçu des médailles, le reste des participants était composé de petits nobles, de nobles militaires de la haute société comme le marquis Kelton, et de quelques seigneurs territoriaux comme le comte Seriou. Aucun membre de la famille royale n'était présent. Le duc Vistal et sa famille étaient absents non plus, mais leurs nobles associés recrutaient activement des explorateurs en Mithril. Des prêtresses de l'oracle s'évanouissent après avoir reçu des messages? Une phrase alarmante attira mon attention. Des fonctionnaires civils de petits nobles, présents parmi des personnalités plus importantes, chuchotaient des rumeurs entre eux. Quel temple, tous, je te le dis. Les oracles disent qu'un danger sans précédent approche de la capitale royale, j'ai entendu. J'ai consulté ma carte, mais je n'ai vu aucun danger de ce genre. Tu as entendu, hein? Vous répandez encore des rumeurs? Un jeune homme à l'air désagréable interrompit la conversation. Seigneur Mercret, ce genre de truc n'est qu'un vieux truc pour récolter plus d'offrandes. Au bout d'un moment, je suis sûr qu'ils annonceront simplement qu'ils ont écarté le danger par une prière pieuse ou quelque chose comme ça. Mais les prêtresses ne mentiraient sûrement pas à propos d'un oracle. Mercret ricana à l'intention du fonctionnaire. La prêtresse a-t-elle vraiment parlé d'un oracle? Ah, l'homme sembla alors comprendre que le temple n'avait pas réellement annoncé de prédiction d'oracle. Attiser les peurs sans confirmer un oracle n'est qu'une façon pour eux d'inciter les gens à faire des dons à leur temple. Vous devriez tous vous en souvenir pour ne pas vous faire avoir. Un sourire narquois, Mercret retourna vers sa bande, et ils s'éloignèrent en ricanant ensemble. Je parie qu'ils vont se faire beaucoup de pigeons cette fois, hein? Ouais, vu qu'un démon vient d'apparaître dans la capitale royale. Était-ce vraiment une simple file d'attente pour collecter des dons? Eh bien, je n'ai rien vu de particulièrement inquiétant lors de mes recherches sur la carte. Je pourrai toujours en parler au roi lors de ma prochaine visite. Laissant cette idée de côté pour le moment, j'ai de nouveau regardé autour de moi. Outre les nobles, il y avait d'autres invités, dont de nombreux marchands et négociants. J'ai également repéré M. Omimudori, le président Wisself Folk de la compagnie Sabé, que j'avais rencontré à la réception organisée par Emma, l'épouse du comte Lytton. Comme je venais de recevoir un cadeau de félicitations de sa compagnie ce matin-là, je suis allé le saluer rapidement. Félicitations pour votre médaille de la lamellée en cobalt. M. Omimudori parlait avec beaucoup plus d'aisance que la plupart des hommes bêtes que j'avais rencontrés. Sœur Pendragon, avez-vous un instant? Après avoir parlé avec M. Omimudori, un noble de la bande du marquis Kelton m'a interpellé. Êtes-vous en affaire avec des marchands Wisself Folk depuis longtemps? Non, je l'ai rencontré l'autre jour à la garden party de Madame Lytton. Pourquoi? Je vois, un petit avertissement. Méfiez-vous de ces marchands Wisself Folk. N'importe quel marchand mérite d'être méfiant, mais les marchands de ce lieu ont un sens de l'éthique différent d'une autre. Ils peuvent déroger à la loi sans même le savoir. Attention simplement à ne pas ternir votre réputation pour autant. Ce que j'avais d'abord pris pour une discrimination semi-humaine s'est avéré être un avertissement concernant le risque de malentendus interculturels. Merci de me l'avoir signalé. Après cela, il m'a également invité à rejoindre la faction du marquis Kelton, mais je l'ai fait taire en lui disant que je n'avais l'intention de servir personne d'autre que le baron Munno. Maître, Arisa s'est précipité vers moi, l'air inhabituellement affolé. Viens ici une minute. Je me suis excusé auprès des partisans du marquis Kelton et je l'ai suivi. Regardez, là-bas, ce prêtre. Lequel? Il y en a 3. Regardez, le joli garçon qui semble s'appeler Lawrence, ou quelque chose comme ça. Arisa désignait du doigt un bel homme qui semblait tout droit sorti d'un manga shoujo. D'après mon art, c'était un cardinal de niveau 51 de la province de Parion, du nom de Ozunas. Il portait un turban et de nombreux accessoires dorés, sans doute un style traditionnel de la province. Son haut niveau lui conférait de nombreuses compétences, magie sacrée, foi de Parion, théologie, foi de Parion, magie de la lumière, analyse de personnes, sociabilité, négociation, médiation, marchandage, persuasion, débat, musicien, méditation, raccourcissement de chant, autodéfense, etc. Il possédait également des titres impressionnants, dont Saint, chouchou de la déesse et challenger des épreuves divines. Waouh, ça fait beaucoup de compétences. Hein, vous les voyez? Attendez, vous ne les voyez pas? En vérifiant ma compétence analyse, j'ai constaté que seul son nom, son titre et les compétences magie sacrée, foi Parion et théologie
fois parion, était normalement visible. Le seul titre visible avec « Analyse » était également sain. Même son niveau était descendu à 32. Ah, je ne vois pas la plupart d'entre eux avec « Analyse ». Il doit avoir un outil magique particulièrement efficace pour inhiber la reconnaissance. Je m'en doutais, quelque chose clochait, et il n'avait pas beaucoup de compétences pour son niveau. C'est pourquoi elle s'est séparée du trio de comploteurs et est venue me chercher. J'ai transmis les informations de mon écran de réalité augmentée à Arisa. 1. Les titres à eux seuls le font passer pour une sorte de héros. J'ai dû acquiescer. Avec un niveau aussi élevé, je me demande s'il serait capable d'utiliser la magie de prière. Peut-être, même si c'est le cas, je doute qu'il soit assez gentil pour aider de parfaits inconnus, a dit Arisa. Alors, pas besoin de te déranger pour nous. De toute évidence, elle avait vu clair dans mon plan pour voir si je pouvais amener le cardinal Ozunas à utiliser la magie de prière pour libérer Arisa et Lulu de leur geste. Malgré les propos d'Arisa, je me suis dit que je pouvais au moins deviner s'il y avait quelque chose qu'il pourrait désirer et que je pouvais lui offrir en échange. Ça valait le coup d'essayer de se lier d'amitié avec lui d'abord, non? Ah, c'est peut-être l'objet qui empêche la reconnaissance, là? Regardez ce truc au poignet de Lorenz, maître. Le jaune doré. J'ai obéi à la demande d'Arisa et j'ai regardé à nouveau Lorenz, je veux dire, le cardinal Ozunas. Bien que l'objet fût difficile à voir sous ses longues manches, j'ai pu obtenir des informations sur l'écran de Mara une fois que j'ai réalisé sa présence. Il s'agissait d'un bracelet de divinité volé, un artefact sacré, contrefaçon, capable de dissimuler son statut. Le champ pour le nom du créateur était vide. Soit le créateur pouvait laisser son nom vide comme moi, soit il n'avait tout simplement pas de nom, soit il existait un moyen de supprimer cette information de l'objet. J'ai parlé à Arisa de cette nouvelle information sur Mara. Une contrefaçon. 1. C'est incroyable qu'elle ait encore réussi à tromper mon test de statut divin. On ne l'aurait jamais su sans tes capacités d'analyse en mode triche. L'utilisation du mode triche était déplacée. La prochaine fois que j'irai voir le roi ou le premier ministre, je devrais probablement leur parler de l'objet bloquant la reconnaissance du cardinal Ozunas et de son véritable niveau. J'aurais aimé me lier d'amitié avec lui, mais là, c'était une autre histoire. Il vaut toujours mieux tuer dans l'œuf les problèmes potentiels. Pourtant, si la contrefaçon était aussi puissante, je me demande si l'original serait capable de tromper même l'écran de Mara. Ignoble demi-humain. Comment oses-tu interrompre les paroles du seigneur Fringe, héritier de la prestigieuse famille Mercret? C'est passible d'une mort certaine. Un cri strident résonna à travers la pièce. En m'approchant, je vis un attroupement autour de quelques enfants de la haute noblesse, qui réprimandaient un explorateur homme-rat qui défendait un explorateur à l'air faible en robe. Que s'est-il passé? Un noble insistait pour recruter Rindor, alors Garitz est intervenu pour le sauver, mais il semble que cela l'ait rendu fou. Un jeune explorateur m'expliqua la situation, avec un peu trop de noms propres. Je supposais que Rindor était l'explorateur en robe et Garitz l'explorateur homme-rat. Tu ne vas pas m'aider? Demanda Arisa. Ce sont des nobles de haut rang, imbéciles, répondit un explorateur de naissance noble. Et c'est une vieille famille associée au ministre de l'armée, rien de moins. Bon, vu que je suis un étranger, j'interviens. Je ne voulais pas que ces impolis gâchent la célébration des exploits de mes camarades explorateurs. J'allais m'avancer, mais l'explorateur de naissance noble m'attrapa par l'épaule et m'arrêta. Attendez, les vieilles familles nobles ne font pas de distinction entre les explorateurs. Si vous encourez leur courroux, elles pourraient trouver un moyen d'annuler la nouvelle pairie de mes amis. Le mieux est de sourire et de supporter la situation. Il était rare que des non-humains puissent prétendre à un titre, alors personne ne voulait risquer de ruiner ses chances. Mais si le contact direct ne fonctionnait pas, il me faudrait trouver un moyen indirect de... Oh, c'est Lorenz, murmura Arisa. J'interrompis ma machination silencieuse et levai les yeux pour voir le cardinal Ozunas intervenir. Ça suffit, dénigrer les autres de manière unilatérale n'est guère flatteur pour vous. Ne vous moquez pas de moi, prêtre. C'est notre devoir d'honorable noble de guider les rustres. Restez en dehors de ça jusqu'aux funérailles. Le méchant noble répondit par réflexe aux paroles du cardinal par un air de défi. Il ne semblait pas se rendre compte qu'il s'en prenait à une personnalité respectée de la province de Parion. Et qui a décidé qu'ils étaient de basse extraction? Chaque être vivant en ce monde, à l'exception des dragons et des démons, est un enfant des 7 dieux. Aucun d'entre eux n'est de haut rang ou de bas rang. Lorenz sait ce qui se passe. À côté de moi, Arisa acquiesça sagement. C'est vrai, nous sommes tous frères et sœurs. Laissez-moi vous dire quelque chose, prêtre. Seigneur Fringe, vous ne devez pas. L'un des serviteurs moqueurs du noble sembla reconnaître le cardinal Ozunas et tenta désespérément d'empêcher son maître de se battre, mais le noble le repoussa et se lança dans une diatribe encore plus violente. Si vous pensez que nous, nobles hors pair du royaume de Shiga, sommes au même niveau que de vulgaires rats, vous vous trompez lourdement.
Un prêtre qui n'est bon qu'au premier secours et à la garde des tombes ne devrait pas. Le noble, impoli, fut interrompu au milieu de sa phrase par un poing massif qui lui fut envoyé au visage. Bugu, avec un cri de douleur digne d'un manga humoristique, le noble s'effondra au sol. D'après mon écran de réalité augmentée, le grand homme responsable était le comte Bopan, vice-ministre des armées. Cardinal Ozunas, je vous demande pardon pour l'insupportable impolitesse de mon subordonné. Les muscles saillants sous sa tenue de soirée, le comte Bopan s'inclina profondément devant le cardinal Ozunas. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses. Veuillez plutôt les adresser à ces individus. Qui? Le comte Bopan parut perplexe. Il n'avait sans doute pas vu ce qui se passait au début. Votre Excellence, il s'agit de ce demi-humain. De ce gentilhomme homme rat et du prestidigitateur. Un jeune noble de rang inférieur, témoin de l'incident, les désigna poliment au comte Bopan. Je vois, chers explorateurs, je vous prie de m'excuser pour la mauvaise conduite de mes subordonnés. Les explorateurs en question parurent penauds et quelque peu déconcertés en acceptant les excuses du comte. Cependant, des plaintes murmurées par les nobles militaires s'élevèrent à ce sujet. Ils semblaient répugnés à l'idée qu'un noble de haut rang, surtout le ministre de l'armée, puisse s'excuser auprès d'explorateurs non nobles et non humains, pour quelque raison que ce soit. Votre Excellence, comment avez-vous pu frapper un noble honorable comme moi et vous incliner devant de vulgaires demi-humains et une bande d'explorateurs? N'avez-vous aucun respect pour les formalités de la noblesse du royaume? Le noble, impoli, s'en prit au comte Bopan, soutenu par ses amis. Idiot! Avez-vous oublié les paroles du grand roi ancestral Yamato? Toutes les races sont égales. Rentrez chez vous, repentez-vous et réfléchissez à la signification de ces mots. Le noble trembla sous les réprimandes courroucées du comte jusqu'à ce que des gardes accourent et l'escortent. Tant que nous aurons des gens comme vous, les enseignements du roi Yamato ne mourront jamais, semble-t-il, fit remarquer le cardinal Ozunas au comte Bopan d'un ton doux. Absolument pas. J'ai honte de n'avoir pas su éduquer correctement mes subordonnés. Il semblait que la petite difficulté avait été résolue. Seigneur Satou, une jolie fille aux cheveux roses tout droits sortie d'un dessin animé, la princesse Ménéa du royaume de Lumorque, qui étudiait à l'Académie royale de la capitale, s'est précipitée vers moi, accompagnée de plusieurs jeunes nobles. Derrière elle se trouvaient plusieurs nobles du duché d'Ugosh. J'en avais rencontré quelques-unes lors de thé. Avez-vous déjà dansé avec Dame Karina? Si oui, je serais ravi que vous dansiez avec moi ensuite. Et moi après la princesse Ménéa, s'il vous plaît. Non, je veux être la prochaine. Les jeunes filles se sont ruées autour de moi. Dommage qu'elles soient toutes assez jeunes pour être au collège. Arrête-toi tout de suite. Promis. Arisa et Mia, le duo de fer, ont pris ma défense. Maintenant qu'elle le disait, c'était vrai que j'avais promis de danser avec tous mes compagnons de voyage, mais je n'avais pas encore tenu ma promesse. Mes excuses, princesse Ménéa. J'ai bien peur de... Oh, très bien, je peux attendre qu'elles aient eu leur tour. La princesse Ménéa, toujours aussi prévenante, se retira poliment, et les autres nobles l'imitèrent, laissant Arisa et les autres prendre la parole. Au fait, princesse Ménéa, ces enfants ne sont pas avec vous? Demanda Arisa tandis que nous nous dirigions vers la piste de danse. Son imprécision délibérée faisait référence aux jeunes japonaises convoquées au royaume de Lumorque et désormais sous la protection de la princesse Ménéa. Non, Aoi étudie dans une institution privée du centre-ville, et Yui est en apprentissage à la compagnie des Gokut. Elle ajouta qu'Aoi avait été admise dans l'école privée par un professeur qui l'avait appréciée, et que Yui avait obtenu son apprentissage grâce à la recommandation de son partenaire. Pendant que nous discutions de cela, nous arrivâmes sur la piste de danse, et je dansai avec chacune de mes compagnes, tour à tour, comme promis. Danser avec Arisa et Mia était normal, mais la danse tournoyante de Tama, avec ses exclamations joyeuses de « tourne, tourne, tourne » et les mouvements mystérieux de Pochi, accompagnés de déclarations comme « Pochi, la fée de la danse, est émue par cette musique, monsieur », a suscité des sourires amusés chez les personnes autour de nous. Malgré tout, cela a au moins suffisamment détendu l'atmosphère pour que les explorateurs maladroits trouvent le courage de se joindre à la danse. Mademoiselle Lisa, votre sourire est trop figé. Il est important de se détendre, je vous le déclare. Même Lisa, peu habituée à la danse, réussit à s'offrir une danse élégante et raffinée. Après avoir dansé avec Nana, qui semblait s'amuser malgré son air habituellement inexpressif, et une Lulu embarrassée, Pochi et Tama entraînèrent Dame Karina à danser avec moi. Puis je dansais avec la princesse Ménéa et ses compagnes, une par une. C'était assez épuisant, malgré mon endurance démesurée. Toi, là, alors que je me désaltérais avec le jus de raisin qu'une serveuse m'avait offert, une personne inattendue s'approcha de moi. Son visage était caché par un voile, mais rares étaient ceux qui portaient des lunettes dans ce pays. C'était la princesse Sistina, que j'avais rencontrée au retour du Sakura royal.
Saurais-tu par hasard où pourrait se trouver le vicomte Siemon? D'après ma carte, le vicomte Siemon se trouvait dans une zone réservée aux conversations d'affaires. Je le lui ai dit, faisant semblant de l'avoir vu récemment. Bien que je sois un peu curieux de savoir pourquoi une princesse voulait le vicomte Siemon, qui tenait un atelier de parchemin dans la vieille capitale, j'ai pensé qu'il serait impoli de le demander. Je vois, merci. Sur ce, la princesse s'est dirigée vers le quartier des affaires, suivie de près par ses deux dames d'honneur. Satou, maître, le repas vous attend, je vous le signale. Mia et Nana sont venues me conduire au buffet. Mais alors que je voulais juste me remplir l'estomac, j'y ai trouvé une bande d'explorateurs engagés dans une bataille acharnée. La nourriture était délicieuse, mais j'aurais préféré un repas un peu plus paisible.